Bonsoir à tous. Je suis Capucine Dupuis, je suis scénariste de bande dessinée sur l'environnement et je travaille depuis 3 ans sur le plastique, voilà, celui qui enveloppe nos jours et nos nuits. Et comme c'est un sujet tentaculaire, passionnant et qui concerne tout le monde, je continue jour après jour d'apprendre des choses et je suis ravie de partager mes découvertes. Voilà. Et donc ce soir, nous aurons, on a une feuille de route en 2 temps. Et voilà, on va grosso modo dresser un tableau de où on en est. Et puis ensuite, on va essayer de voir où sont les solutions de façon globale, mais plus spécifiquement sur la bouteille plastique. Bref, si vous avez soif de comprendre les enjeux autour de la bouteille d'eau en plastique, vous êtes au bon endroit. Et pour cela, on va d'abord brosser le contexte. Ensuite, on va situer la dynamique de production et ce que ça implique en termes environnementaux et de santé. Voilà, on parle trop peu de santé, je trouve. Et puis enfin, voir quels seraient les modèles différents, histoire de repartir avec du baume au cœur. Donc le contexte, déjà, c'est une forte croissance de la production en général. Voilà, ce que vous voyez, c'est depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Les bouteilles en particulier suivent la même courbe, hein. On est à plus 4% en 2022 d'après l'ADEME, Muriel développera ça. Et puis les prévisions, voilà, là, ça sort du tableau. Donc on est à peu près ici. Les prévisions en 2025, c'est plus 40% par rapport à 2019. Et en 2060, je ne sais même pas si je suis assez grande, en fait, c'est x3 en volume de production mondiale. Ces prévisions, c'est pas moi qui les ai faites au doigt mouillé, c'est l'OCDE qui a dressé un tableau des perspectives mondiales des plastiques il y a 1 an et demi, 2 ans. Et ça, ils l'ont fait à partir des investissements des industriels de la pétrochimie, puisque les usines de plastique, ça coûte des dizaines de milliards. Donc forcément, les gens qui les construisent savent pertinemment quand est-ce qu'ils vont les construire. Et donc à partir de ces investissements, on en déduit les capacités de production. Donc voilà, grosso modo, le volume. Et derrière ça, parce qu'une courbe, c'est une courbe, c'est un peu abstrait. Derrière ça, il y a premièrement des impacts sur l'environnement. Je pense que tout le monde ici est au courant, puisque le plastique, c'est une matière fossile, hein, c'est du pétrole ou du gaz. Et quand c'est du gaz de schiste de nos amis américains. C'est 60% de l'impact carbone qui est au moment de la production. Donc voilà, on parle beaucoup de déchets, mais on oublie de parler de la production. Et puis c'est 8 litres d'eau pour fabriquer une bouteille et globalement tout le plastique, tout secteur confondu, c'est 6% du pétrole mondial. Et au rythme des prévisions actuelles, ce serait 13 à 15% de notre quota carbone des accords de Paris d'ici quelques années. Ça c'est le premier point, c'est l'environnement. Deuxième point, c'est la santé. Le plastique n'est pas une matière neutre, c'est un polymère auquel on greffe des additifs. Un additif qui est pioché parmi une réserve de plus de 13 000 substances chimiques, dont le Ciel, qui est le Centre pour le droit environnemental, estime que pour 6 000 d'entre eux, il y a une insuffisance de données, soit sur l'identité, soit sur les fonctions, soit sur les applications, soit tout. Et puis pour les 7 000 autres, il y en a 3 200 qui sont jugées préoccupantes pour la santé. Et parmi ça, il y en a 130 qui sont régulés. Et le 13 000, il date d'il y a quelques temps, mais en fait, apparemment, on est déjà à 16 000. Enfin, voilà, c'est difficile de quantifier vu l'opacité qui règne. Concernant le PET, le polyéthylène spécifiquement, qui va nous intéresser plus ce soir, puisque c'est l'essentiel de nos bouteilles plastiques, des études ont montré qu'il peut véhiculer des perturbateurs endocriniens et libérer de l'antimoine, l'antimoine étant utilisé dans la fabrication. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le processus de fabrication de la bouteille génère des poussières, qu'on appelle aussi des substances non identifiées, et des risques liés aux additifs supposés être incorporés, mais qui sont finalement pas si incorporés que ça. Et on lit d'ailleurs sur le site de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité, les polymères PET ne présentent pas de risque toxicologique particulier à température ambiante, à l'exception, 3 petits points, du danger habituel dû aux poussières inertes lors de l'usinage. Les risques dus aux additifs associés se manifestent au moment de leur incorporation et lors des travaux de finition. Donc ça, c'est l'INRS. Alors quand on va
se balader sur les sites des minéraliers, c'est-à-dire des fabricants de bouteilles en plastique, le discours n'est pas du tout le même, aux surprises. Donc moi, je me suis amusée à feuilleter. Vous allez sur le site de Nestlé, il est très rassurant, puisque le PET ne contient ni bisphénol A, ni phtalate. Il est inerte, aucun de ses composants ne migre dans l'eau. Evian, c'est pareil, le PET est un matériau plastique inerte, inaltérable et parfaitement neutre. Inerte, inaltérable, parfaitement neutre, c'est écrit noir sur blanc. Un autre qui m'a fait assez rire, c'est Vitaline, qui est moins catégorique. Vitaline, je ne connaissais pas jusqu'à hier, mais ils font entre autres des bouteilles pour des jus et des eaux. Et on peut s'étonner, ils ont fait une page très précise et détaillée sur pourquoi ce choix de PET, alors que c'est une marque qui vend que des trucs bio. Et ils expliquent que le PET crée des microplastiques qui libèrent des substances chimiques. Mais on choisit le PET. Voilà. Et on ne parle pas des eaux minérales naturelles qui sont parfois traitées en toute illégalité. Je crois que pour ceux qui étaient là avant, ça a été pas mal abordé par Stéphane Foucault. CF, le rapport de l'inspection générale des affaires sociales de juillet 2022, qui estimait qu'au moins 30% des marques d'eau en bouteille avaient recours à des traitements illégaux à base de charbon actif, UV, etc. Or, une eau minérale naturelle, comme on l'indique, paf pouf, est supposée ne pas être traitée. Voilà. Et puis il y a aussi une présence de PFAS polyéternel. Je vais essayer avec l'autre. Ça marche. En même temps, j'ai 3 micros, on va y arriver. Voilà, et donc juste pour finir, sur ces bouteilles, il y a aussi des traces de PFAS qui sont les polluants éternels, c'est des chaînes de carbone fluor, donc ultra stables, pour ne pas dire indestructibles, qui se retrouvent dans ces bouteilles ainsi que des résidus de pesticides. Pourtant, un autre modèle est possible, et notamment via la législation qui pourrait peut-être, c'est tout l'enjeu de ce soir, on y croit, qui pourrait peut-être faire mentir ces prévisions-là de l'OCDE, enfin les prévisions au-dessus, avec notamment la loi AGEC et le traité international sous égide de l'ONU qui s'est ouvert là ces jours-ci, et c'est le 4e round sur 5. Donc on y croit, et Muriel Papin de No Plastic in My va nous en parler dans cette première table ronde. Donc j'invite les intervenants de cette première table à venir. Voilà. Donc, nous avons Muriel de No Plastic in My qui est une association qui lutte contre la pollution plastique à la source. Voilà, on ne se contente pas des déchets, on va en haut du robinet. Nous avons Nathalie Gontard, ici, qui est directrice scientifique à l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est un institut de recherche public. Nous avons Marie-Lise Massé, qui est directrice générale du Centre d'information sur l'eau, qui est un centre qui regroupe des opérateurs privés gérant les services publics d'eau et d'assainissement en France. Et nous avons Valérie Déret, directrice de la communication de Haute-Paris, qui est l'opérateur municipal du service de l'eau à Paris et qui en assure la distribution. Voilà, donc là, pendant cette partie, on va pointer la pollution, l'impact sur la santé des bouteilles et des eaux embouteillées, éventuellement faire allusion au scandale récent de contamination de l'eau. On va aborder les résistances au changement de modèle, et puis on va rappeler que tout ça se situe dans un contexte d'urgence lié aux limites planétaires, la biodiversité, au climat, etc. Muriel, donc l'association est à l'origine du programme Objectif Zéro Bouteille Plastique. Pourquoi ce focus sur la bouteille et quelle est la tendance aujourd'hui en France ? Alors, je me présente brièvement, Muriel Papin, je suis déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. On lutte contre la pollution plastique avec un focus sur la bouteille, mais surtout sur une action à la source, c'est-à-dire on lutte pour être efficace contre la pollution plastique
il faut lutter contre la surproduction, la surconsommation de plastique, notamment à usage unique. Parmi ces plastiques à usage unique, la bouteille plastique est l'un des déchets qu'on retrouve le plus dans l'environnement. C'est aussi l'un des produits plastiques à usage unique les plus produits en volume. C'est près de la moitié de l'emballage des ménages. Et c'est aussi, on l'a vu comme l'a rappelé Capucine, aussi un produit qui n'est pas sans impact sanitaire puisque on a une migration des microplastiques dans les bouteilles. Voilà, donc ça fait plusieurs bonnes raisons pour se dire que en fait, le plastique, il est partout dans notre économie, absolument partout. Il est aussi dans nos vêtements synthétiques. Donc quand on veut agir contre la pollution plastique, contre les plastiques à usage unique, contre la surproduction, surconsommation de plastique, à un moment, on est un peu obligé de faire des choix. Donc nous, on a fait un choix en se disant, la bouteille plastique, c'est quand même un gros volume, c'est très polluant. Intéressons-nous en particulier à ce plastique à usage unique. On travaille aussi sur les autres, ne vous inquiétez pas. Par ailleurs, il y a un point d'appui dans la loi, puisque la loi, on a en France une loi assez ambitieuse contre la pollution plastique et pour lutter contre les plastiques à usage unique. Elle s'appelle AGEC, de son petit nom, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, votée en 2020. Cette loi, elle a un objectif de long terme, 2040. 2040, on doit tendre vers zéro plastique à usage unique. Ça veut dire zéro tube de dentifrice, zéro bouteille plastique, zéro emballage que vous avez aujourd'hui dans vos supermarchés, zéro. Ça, c'est l'objectif 2040. On a un objectif à 2030 qui est un jalon très important, puisque la loi a choisi de faire un focus sur la bouteille plastique en disant en 2030, il faut déjà être à une réduction de moitié des bouteilles plastiques par rapport à l'année 2018. Et donc vous avez à l'écran la vision de l'année 2018, ça ce sont les données de l'ADEME sur le secteur boisson, où est-ce qu'on en était. Et vous voyez, les trois colonnes de gauche, ce sont les colonnes des contenants en plastique, donc bouteilles en PET ou en PEHD. Et donc vous voyez, quand on additionne les colonnes, on est à 14,6 milliards de bouteilles mises sur le marché. Ça, c'est 2018, et donc on divise par 2 en 2030. On doit être à 7,3 milliards pour ensuite arriver à zéro en 2040. Voilà, c'est la feuille de route de la loi. Alors, ce que je voudrais aussi signaler sur ce graphique, ce qui est intéressant, c'est de voir la part de l'eau embouteillée. Donc là, vous regardez la part qui est un peu rouge foncé, 6,3 milliards plus 2,1. On est près de 9 milliards sur les 14,6. On est presque à 9 milliards dédiés à l'eau en bouteille plastique, ce qui doit nous interroger collectivement quand on a une eau du robinet de bonne qualité en France, et ça fera partie des débats qu'on aura. Donc ça, c'est pour l'objectif. Si on regarde maintenant, puisque la loi a été votée en 2020, est-ce qu'on a réussi déjà? Est-ce qu'on a avancé ou pas? Alors vous voyez cette courbe, alors elle n'est plus en unité, elle est en tonnage, mais elle nous donne quand même une tendance. On voit qu'on a eu une hausse avant la loi, puis depuis la loi, une tendance à la baisse, et paf, on a l'année 2022, année très chaude, et là, un retour massif de la bouteille plastique, plus 4% de bouteilles plastiques, et donc on est sur une tendance qui s'inverse, qui doit collectivement nous inquiéter. Et maintenant, si on regarde, on n'a pas encore les chiffres de l'ADEME pour 2023, en revanche, on a les chiffres qui sont les chiffres de la grande distribution sur ce qui est le plus vendu en supermarché. 15 premiers produits les plus vendus. Je vois qu'il y a des photos, allez-y. Il faut partager cette infographie qui est quand même très révélatrice. Sur les 15 premiers produits les plus vendus en supermarché, on a finalement quasiment que des boissons. On a un camembert qui est là, à la 13e position. Sinon, on n'a que des boissons, et majoritairement en bouteilles plastiques. Donc voilà l'état de notre consommation qui doit, je pense, nous interroger collectivement, et ça montre bien finalement à quel point on est dépendant en termes de modèle dans les produits de grande consommation de la bouteille plastique. Je ne vais pas être très longue. Ce que je voudrais rajouter avant de laisser la place à nos intervenants, c'est que, la réduction, elle est dans la loi et elle est incontournable pour plein de raisons qu'on va voir dans cette table ronde qui ont déjà été évoquées, des raisons environnementales, des raisons sanitaires. Deuxièmement, les solutions alternatives sont là, et on est aussi là avec ce projet Objectif Zéro Bouteille Plastique pour les partager, les faire connaître, et vous aurez dans cette table ronde des intervenants qui présenteront leurs solutions très complémentaires pour des usages professionnels mais aussi pour des usages particuliers.
Voilà, et donc nous, notre souhait avec le programme qu'on a lancé lundi qui s'appelle Objectif Zéro Bouteille Plastique, qui est un programme de long terme, c'est d'accompagner cette réduction de moitié en 2030 et à zéro en 2040. Et finalement, en gros, ça veut dire que là, sur les 6 années qui viennent, il faut qu'on arrive à réduire de 10% par an les bouteilles plastiques mises sur le marché. Donc c'est un sacré challenge. Nous, on est confiants, on pense qu'on peut y arriver, on pense que les solutions sont là et que c'est une question de volonté politique et collective. Voilà, je voulais donner ce ton-là avant de passer la parole. Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la pollution plastique? Parce que la première image qui vient souvent dans l'esprit des gens, c'est bon, un mégot, une bouteille échouée sur la plage, et je crois que ça va plus loin que ça. Voilà. Alors, pour expliquer la pollution plastique, il faut expliquer que c'est un matériau qui se comporte très différemment de tous les matériaux que l'humain a utilisés jusqu'à présent et utilise toujours. Alors c'est un matériau qui n'est digéré. En fait, il n'y a aucun organisme vivant sur Terre qui ne possède les outils pour le digérer. Donc c'est un matériau qui va se fragmenter très lentement. Et pourtant, il vieillit très facilement sous l'effet de l'oxygène, de l'air, de la température, etc. Et donc il va se fragmenter très 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 lentement en petites particules. Alors, ce faisant, il va libérer aussi les additifs qu'il contient, forcément. Mais disons que on pourrait imaginer un plastique sans additifs en fait. Il n'empêche qu'il resterait quand même le polymère lui-même qui a un comportement très particulier. Donc cette dégradation entraîne la libération de ce qu'on appelle des micros ou des nanoparticules, des particules de plastique, et cette libération démarre dès la production. On nous a mis dans la tête que c'était essentiellement le déchet qui posait problème. Eh bien non, la pollution plastique, elle démarre dès la production, elle se poursuit pendant l'usage, puis pendant les traitements post-usage, y compris le recyclage. Le recyclage d'une bouteille en PET produit énormément de micro-particules de PET, mais aussi jusqu'à la fin de vie. Alors ce qui est important dans ce tableau, c'est l'échelle de temps. C'est-à-dire que ce mécanisme de fragmentation, il dure des siècles, voire des millénaires. Ce qui veut dire que le plastique est un matériau persistant, on pourrait même dire qu'il est un polluant éternel, à l'image de ces fameux PFAS dont on parle beaucoup. C'est un matériau qui va perdurer. Alors, vous me direz, il y a d'autres matériaux qui perdurent. C'est pas là uniquement. Le problème, il est aussi sur le fait qu'il se fragmente. Plus il se fragmente et plus il voyage et plus il va s'inviter dans tous les compartiments de notre planète. Et il va s'y accumuler. Lorsqu'il va atteindre une certaine taille, il sera capable de passer les barrières biologiques. Donc on en retrouve dans tous les organismes, y compris dans le nôtre. Partout où on en cherche, on en trouve. Et comme aucun organisme ne peut le digérer, ces particules, elles vont s'accumuler, et comme tout corps étranger accumulé dans un organisme qui a des habitudes de fonctionnement, ce corps étranger, en grande quantité, va entraîner un dysfonctionnement. Et c'est comme ça que le plastique, non seulement contamine nos écosystèmes, mais en perturbe le fonctionnement, contamine nos organismes, mais en perturbe aussi le fonctionnement. Et en quantité très grande. Donc ce mot accumulation, il a un sens. On a accumulé plus de 9 milliards de tonnes de plastique depuis que l'on a commencé à en produire. Je crois qu'il y a eu 2 tonnes qui a été incinérées, mais bon, c'est très peu. Ces 9 milliards de tonnes, il faut les mettre au regard des 2 milliards de tonnes. Je vous donne juste un exemple de la totalité de la biomasse animale sur Terre. C'est-à-dire qu'on en a 4 à 5 fois plus. Juste pour vous donner une idée de l'importance de ce matériau aujourd'hui sur Terre. Et chaque année, on en rajoute 0,5. Mais c'est 0,5 qui se rajoute, qui se rajoute, qui se rajoute. Donc c'est vraiment un processus accumulatif qui perdure. C'est un matériau qui va perdurer sous forme de petites particules pendant des siècles et des millénaires. C'est donc un héritage empoisonné que l'on lègue aux générations à venir. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience parce que une fois que le plastique est sous forme de petites particules, pour aller le récupérer, bon courage. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Est-ce que tu veux ajouter un mot spécifique aux bouteilles? Alors, c'est vrai que les bouteilles, comme tous les autres plastiques, elles ont exactement le même fonctionnement. Il n'y a pas des plastiques miracles qui se comportent différemment.
Et pour pallier à ce problème, alors pour les bouteilles et pour le reste aussi, on s'est dit, on va faire un cycle, c'est-à-dire qu'on va faire comme la nature fait. Ce qui veut dire qu'on va recycler. Et on s'est dit, on a construit ce qu'on appelle un narratif, une belle histoire autour de l'économie circulaire. Malheureusement, ce narratif, cette histoire ne s'applique pas bien au plastique parce qu'on ne sait pas bien le recycler, ce plastique. Voire même, on ne sait pas du tout. Le meilleur recyclage qui existe, c'est justement celui des bouteilles en PET. Sauf que même lui, il est loin d'être parfait. Et si on va pouvoir réduire un petit peu la pollution avec ce recyclage, on ne la fera absolument pas disparaître. Donc là, après nous avoir quand même, parce qu'on a été très influencé par tous les messages qui sont passés, et on s'est toujours dit, c'est le déchet, le problème du plastique, c'est le déchet. Non, en fait, c'est pas du tout le déchet. Donc c'est pas uniquement en réutilisant, en recyclant ou en éliminant l'usage unique, parce que même l'usage unique, il a été vraiment c'est quelque chose qui a été construit sur cette idée de déchet. L'usage unique nous gêne parce que le plastique devient très vite un déchet. Non, on ne va pas pouvoir résoudre les problèmes de pollution. Donc, on doit absolument se pencher sur l'usage. Et j'insiste, moi je préfère parler de notre consommation et de notre usage plutôt que de notre production, parce que la force motrice, elle est là. C'est nous, ce sont nos modes de consommation avec des quantités pharaoniques de plastique que l'on consomme. Et c'est ça que nous devons changer. Si notre consommation diminue, forcément la production va diminuer. Parce que la force motrice, ce qui tire la production, c'est la consommation. Ce qui génère une pollution, c'est notre consommation. Donc nous devons changer notre mode de consommation. Et pour moi, c'est vrai que la bouteille, c'est vraiment le symbole de cette possibilité de changer, parce que ce n'est pas un plastique qui est indispensable. Penchons-nous sur quels sont les plastiques essentiels. Pour moi, ça, c'est vraiment la clé. Et la bouteille plastique n'est pas un plastique essentiel. On doit pouvoir s'en passer. Voilà. Merci. J'ai un quiz éclair. Est-ce que vous savez, quand on recycle une bouteille en PET, qui pense qu'une bouteille redevient une bouteille? Une bouteille donne une bouteille. Ah là là, c'était vraiment très lourd ma question. Ok, mais pour vous donner une idée du ratio, parce qu'en fait c'est toujours glissé sous le tapis. En gros, il faut 4 bouteilles pour refaire 3 bouteilles et avec injection de matière vierge au passage, parce qu'il y a une dégradation pendant le processus de recyclage. C'est un peu comme si vous avez un collier de perles, vous le cassez, vous le cassez, vous le cassez, vous le cassez. À un moment, les perles, elles s'en vont et donc en fait, votre colis il est dégradé. Et donc c'est le même processus pour le polymère plastique. Voilà, petit aparté sur le recyclage / décyclage. Marie-Lys, sur les 14,6 milliards de bouteilles que Muriel montrait, qui sont mises sur le marché, il y en a à peu près 9 milliards qui empaquettent de l'eau. Comment peut-on s'expliquer cela et comment est-ce que évolue la consommation d'eau en France, donc la consommation d'eau qu'on ingère entre eau du robinet et bouteilles plastiques? Je sais pas si ça marche. Merci beaucoup. Alors, il faut peut-être revenir un peu en arrière pour comprendre pourquoi en France on a bu autant d'eau en bouteille. 1950, en fait, les eaux minérales et les eaux de source étaient des produits de luxe ou thérapeutiques qui ne pouvaient se trouver qu'en pharmacie. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles contiennent des minéraux en nombre assez important et en oligo-éléments assez importants qui sont un bienfait pour la santé, mais qui peuvent aussi causer des troubles de la santé quand ils sont dosés en trop grande quantité. C'est bien pour ça d'ailleurs que l'eau du robinet, et personne n'en a la sensation, il faut savoir qu'elle a une minéralité, elle a des oligo-éléments, elle a des minéraux comme les eaux en bouteille, sauf que quand on trouve trop d'oligo-éléments ou trop de minéraux, ils sont rabattus. C'est-à-dire qu'on fournit une eau du robinet qui ne doit pas être un souci de santé sur ce plan-là pour les enfants, les personnes fragiles, etc. Donc vous ne trouverez jamais trop
de minéraux et d'oligo-éléments dans une eau du robinet pour la bonne santé. Donc 1950, c'est une chose. Après, on a eu la chance, non, on a trouvé le plastique et comment en faire des bouteilles. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça a permis de développer la marchandise de la bouteille d'eau. En plus, dans le même temps, sont arrivés les supermarchés. Donc, je ne vous raconte pas la facilité de transporter une bouteille en plastique et la manne du supermarché ont fait que le marché a explosé. D'autant que dans les années 70, il y a eu des études qui ont été faites autour du sport et de l'hydratation. Et en même temps, il y a eu la mode du sport, le fitness et tout le reste. Et on a expliqué aux gens que quand on faisait du sport, il fallait en même temps s'hydrater. Extraordinaire pour la bouteille d'eau. Donc voilà comment on s'est mis beaucoup à l'eau en France. Il faut aussi dire peut-être, et ça on l'a tous oublié, que l'eau courante généralisée en France, elle est arrivée dans les années 80. Je vous rappelle que dans les années 80, dans le monde rural, tout le monde n'avait pas l'eau courante, mais il y avait des TGV. Voilà. Donc il y a une habitude qui s'est faite aussi autour de cette eau en bouteille, et je dirais aussi que nous avons tous ce souvenir, il y a 30 ans à peu près, 20 ans, 10 ans, d'une qualité de l'eau qui n'est plus la même que celle qu'on a actuellement. L'eau était moins traitée, il y avait des pollutions qui n'étaient pas prises en compte, je pense à la Bretagne et aux nitrates, qui n'ont plus du tout ce genre de problème aujourd'hui. Mais voilà, donc il y avait, à un moment, il y a eu quand même un manque de confiance qui a fait que l'eau en bouteille a été prépondérante et puis elle avait une puissance de feu publicitaire qui était extraordinaire. Le prix de l'eau du robinet ne permet pas d'avoir cette manne publicitaire. C'est impossible pour nous. Enfin, pour nous, je veux dire, je prends l'eau du robinet comme si j'en fabriquais tous les jours, ce qui n'est absolument pas vrai. Mais voilà, donc il y a plusieurs faisceaux qui font qu'on s'est habitué à cette eau en plastique. Vous voyez, ça a dérapé. Eau en plastique, je suis désolée. Pour expliquer aussi, donc, depuis 2005, quand même, il y a un grand changement. On ne s'en aperçoit pas avec les 9 milliards dont vous venez de parler, mais il y a un basculement de l'utilisation de l'eau du robinet pour boire. Elle est devenue prépondérante. 65%, 66%, 67%, ça dépend des années, des gens nous disent qu'ils en boivent quotidiennement. Et donc, ça plonge du côté des bouteilles d'eau. Mais il faut savoir aussi que nous sommes des consommateurs mixtes. Quand on est chez nous, ça ne pose pas trop de problèmes, on boit de l'eau du robinet. Mais bien évidemment, on trouve que c'est plus pratique de prendre une bouteille d'eau quand on est en voyage, ou on fait du tourisme, ou on fait du sport, etc. On trouve aussi, ce qui a beaucoup été reproché, et pourtant il y a des conseils pour effacer ça, c'est que l'eau du robinet avait un goût qui ne plaisait pas. Elle avait du calcaire qui ne plaisait pas, alors que le calcaire, c'est quoi? C'est ce que nous vend toutes les bouteilles d'eau, c'est-à-dire c'est du calcium. Donc on a exactement la même chose, quasiment gratuitement. Voilà, les femmes boivent plus d'eau en bouteille que les hommes. Les jeunes boivent plus d'eau du robinet que les plus âgés. Les seniors boivent beaucoup d'eau du robinet. Où est-ce qu'on ne boit pas beaucoup d'eau en bouteille? C'est notamment dans le nord de la France. Qui ne boit pas non plus beaucoup d'eau du robinet? C'est les CSP-. Les CSP+, alors CSP+, CSP-, c'est catégorie sociale plus ou moins privilégiée. Voilà. Donc il y a vraiment, on a une mosaïque de différences en France. Je reviens sur la qualité de l'eau et la méfiance dont tu parlais envers l'eau du robinet. Tu parlais au passé. Est-ce que
Au Alors, présent, c'est enterré? On a une étude qui a 30 ans. Depuis 30 ans, on voit à peu près qu'on a 8 Français sur 10 qui a confiance dans l'eau du robinet. Après, ça varie. Il y a des années où c'est 85%, d'autres 87%. Enfin, c'est déjà énorme. Si tous les produits alimentaires avaient ce taux de confiance, je pense que tout le monde serait content. Sauf que cette année, on voit que ça plonge un petit peu parce qu'on est passé à 78%. Les gens commencent à comprendre, grâce aux problèmes de changement climatique, ils commencent à comprendre beaucoup de choses sur l'eau. Ils ont peur, par exemple, d'en manquer, mais ils ont aussi compris qu'il y avait des pollutions de la ressource en eau. Et malheureusement, c'est que ils savent, et c'est vrai que nos ressources sont polluées par toutes nos activités humaines, mais ce qu'on oublie, c'est que l'eau du robinet, elle est traitée. Et donc, ce n'est pas elle qui a un problème de qualité, c'est la ressource. Tant qu'on a un traitement, l'eau est de très bonne qualité en France. C'est bien d'ailleurs le problème de la ressource. On le voit bien sur le sujet des eaux en bouteille actuellement, les attaques qui leur sont faites. C'est quand même une très mauvaise nouvelle pour nous tous. C'est que nous qui croyons tous que les ressources profondes étaient sans pollution, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? C'est que toutes les eaux sont attaquées. Et ça, c'est un problème qu'il faut qu'on ait quand même en tête. Alors bien sûr, on peut faire des traitements, on les fait, la qualité de l'eau du robinet est bonne, mais il y a quand même un vrai sujet de pollution de la ressource. Je me fais l'avocat du diable, mais parce que la question est récurrente en fait elle revient à chaque fois. C'est vraiment cette eau du robinet, ces traitements, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils sont de qualité? Et si oui, pourquoi des carafes filtrantes? Pourquoi des filtres? Pourquoi? Alors, vous savez qu'on on n'a aucun produit alimentaire qui soit autant réglementé et contrôlé et qui doit être transparent. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème en France sur l'eau du robinet, on le sait, vous voyez bien, dès qu'il y a un problème qui pourrait être expliqué, ça devient un scandale. Bien, ça c'est la première chose. Ce que je voudrais vous dire, c'est que on pense que quand une norme est dépassée, on est en danger pour notre santé. Or, ce n'est pas du tout ça. Quand une norme est dépassée, c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire, on vous dit, ah là, on en a un peu trop. Mais en fait, je vais vous réexpliquer comment on fait une norme. C'est que, en fait, toute la réglementation, elle repose sur la dose maximale admissible. Cette dose maximale, elle a été calculée, c'est-à-dire que si vous l'atteignez, si vous buvez de l'eau 365 jours par an à cette dose-là, et toute votre vie durant, c'est ça qui est important, vous ne serez pas en danger. Donc je reviens en arrière, quand cette norme est franchie, vous n'êtes pas en danger. C'est un signal d'alarme parce qu'à côté, il y a ce qu'on appelle une Vmax, une valeur maximale sanitaire. Et on ne la franchit pas. Donc vous n'êtes pas dans un danger immédiat. Or, à chaque fois qu'on vous est... Alors, je ne sais pas si j'ai été encore très claire, parce que c'est très compliqué. Peut-être on se laissera le temps des questions-réponses pour approfondir. Voilà, peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a un système qui fait qu'on n'a jamais le temps d'expliquer ça complètement. Et que donc, évidemment, dès qu'on dit la norme est dépassée, on se dit ça y est, on va mourir ou être malade. Ok, merci. Ce qui n'est pas le cas, on est tous là encore. Valérie, donc pour rappel de Hauts-de-Paris, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux en matière de pollution due aux bouteilles plastiques à l'échelle de Paris et comment les acteurs de l'eau du robinet peuvent agir pour à la fois garantir la qualité et accompagner le changement dans notre territoire?
Alors, je vais revenir sur quelques données. Alors, excusez-moi, parce qu'effectivement, il y a déjà eu beaucoup de données, mais c'est une manière aussi d'enfoncer le clou. Je n'ai pas forcément toutes les données pour Paris, mais en tout cas, au niveau national, il faut savoir qu'il y a 8,7 milliards de litres d'eau qui sont vendus tous les ans en France. Et en moyenne, il n'y a qu'une... En moyenne, une bouteille sur 2 seulement est recyclée. Donc ces bouteilles, bien évidemment, font partie du top 10 des déchets qui polluent les rivières et les océans. Pour ce qui est de la ville de Paris, les plastiques qu'on retrouve dans la Seine, c'est à la fois des emballages, des bouteilles, aussi des microplastiques. Et pour vous donner encore un chiffre, ça qui est fourni par la ville de Paris, on retrouve 28 grammes par habitant par an de déchets plastiques dans la Seine et dans les canaux, ce qui est très important. Pour ce qui est de la consommation de l'eau et de l'eau du robinet à Paris, alors l'eau du robinet à Paris est plébiscitée. Il y a à peu près 8 personnes sur 10 qui consomment de l'eau du robinet à Paris. Et il y a environ 57% des Parisiens qui consomment de l'eau en bouteille, que ce soit régulièrement ou occasionnellement. Alors, on en a un petit peu parlé, effectivement, quel est le profil de ces personnes qui consomment de l'eau en bouteille. Ce n'est pas du tout pour les stigmatiser. En tout cas, à Paris, nous, on a repéré que c'était plutôt des seniors. C'est effectivement plutôt des catégories socio-professionnelles défavorisées, donc ce sont plutôt des gens qui vivent plutôt dans l'Est parisien. Et puis, il y a une donnée qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, ce sont souvent des gens qui ont toujours consommé de l'eau en bouteille, parce qu'en fait, ce sont des habitudes qui perdurent de génération en génération. Quand on a bu de l'eau en bouteille petit, on continue à en boire à l'âge adulte, et puis on transmet ça à ses enfants. Et puis, juste pour l'info, c'est majoritairement de la cristalline qui est consommée en première position avant l'évian. Et d'ailleurs, ça se vérifiait dans le schéma qu'on vous a montré tout à l'heure. Alors, pourquoi consommer de l'eau en bouteille quand l'eau du robinet coûte quand même nettement moins cher? Il faut savoir que l'eau du robinet coûte 0,4 centimes le litre. C'est 200 fois moins cher que l'eau en bouteille. Et par ailleurs, pour revenir sur ces questions de qualité, s'agissant d'Eau de Paris, l'Eau de Paris, elle respecte en tout point les limites de qualité réglementaires qui sont parmi les plus strictes au monde. L'eau du robinet, c'est l'aliment le plus contrôlé en France, parce qu'en fait, on parle de qualité, on parle de pesticides, etc. Mais on ne contrôle pas la qualité des fruits, des légumes qui sont sur le marché. Et je pense que si on cherchait des pesticides partout dans l'environnement, on en trouverait. À Paris, il y a une particularité, c'est qu'en fait, d'une part, il y a le contrôle sanitaire qui est effectué sur l'eau, contrôle sanitaire qui est effectué par un laboratoire indépendant qui est agréé par le ministère de la Santé et mandaté par l'Agence régionale de santé Île-de-France, donc qui effectue effectivement ce contrôle, et les données sont publiées, sont publiées de manière régulière sur le site de l'ARS, sur le site d'Eau de Paris. Et puis par ailleurs, nous, à Eau de Paris, on a un laboratoire intégré, et grâce à ce laboratoire, on peut faire des analyses qui vont au-delà de ce que nous impose la réglementation. Donc on fait ce qu'on appelle de l'autosurveillance, c'est de la surveillance sanitaire. Donc l'eau que vous buvez, que vous consommez, elle est contrôlée en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long du parcours de l'eau, du captage jusqu'au pied des immeubles. Elle est contrôlée à peu près 10 fois entre le moment où elle est prélevée et le moment où elle arrive à votre robinet. Je parle de ça, j'aimerais parler aussi d'un autre sujet en tout cas qui nous tient à cœur à Eau de Paris. En fait, on est donc une régie publique très engagée en faveur de la transition écologique, très engagée en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et très engagée en faveur de la protection de la ressource, des ressources naturelles et de la ressource en eau, bien évidemment. Pour vous donner un exemple, en fait, on a mis en place un système à Eau de Paris qui est un régime d'aide agricole. En fait, on aide les agriculteurs qui sont présents sur nos aires d'alimentation de captage à se convertir et à passer soit en agriculture bio, soit en agriculture durable, c'est-à-dire à utiliser moins de pesticides, moins de produits phytosanitaires, ce qui veut dire que ces produits-là, on les aura moins dans les nappes phréatiques, l'eau sera moins polluée
en amont, ça nécessitera moins de traitement en aval, et donc on considère que ça c'est bien plus vertueux que d'aller vers le surtraitement, d'aller vers le tout technologie. Enfin, nous, c'est le modèle de gestion durable de l'eau que l'on prône à Haute-Paris. Alors, quelle autre solution on a pu mettre en place en fait pour inciter les gens à consommer l'eau du robinet? Évidemment, c'est notre credo. 2 minutes, alors je vais faire vite. Eh bien, on a créé en 2019 un action tank avec une trentaine de partenaires publics et privés pour trouver des solutions alternatives à la bouteille en plastique. Donc, on a créé un certain nombre d'expérimentations avec l'Hôtel Accor, avec Radio France, etc., ce type de partenaires. Et parmi les solutions les plus emblématiques qu'on a pu mettre en place, on a créé un réseau qui s'appelle Ici Choisis l'eau de Paris, qui est un réseau de commerce qui accepte de distribuer gratuitement de l'eau, de remplir gratuitement la gourde des passants qui en font la demande. Donc ces commerces, ils sont au nombre de 1000 aujourd'hui. Ils sont repérables à l'aide d'un autocollant qui est affiché sur leur devanture ou sur leur vitrine, et donc les habitants peuvent franchir la porte de ces commerces pour remplir leur gourde. Grâce à ce dispositif, et d'après une étude qui a été réalisée par des étudiants de l'école polytechnique, on a pu économiser 500 000 bouteilles plastiques. Et ça vient étoffer aussi un réseau de fontaines. On a 1200 fontaines à Paris, et tout ça est référencé sur une carte en ligne. Et puis bien évidemment, on mène beaucoup d'actions de sensibilisation, que ce soit dans les écoles, auprès des enfants, que ce soit lors d'événements estivaux, Paris-Plage, We Love Green, etc., pour sensibiliser le public à ça. Et je termine juste par encore une dernière donnée. On est assez satisfait parce qu'une dernière étude réalisée par Haute-Paris, un baromètre, a montré que les gens à Paris consommaient plus de l'eau du robinet désormais lors de leurs déplacements. Donc c'est sans doute le fruit de nos actions. Super. Muriel, dans la catégorie action, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les leviers pour une association environnementale comme la tienne ? Alors, on a pas mal de leviers, et je voudrais saluer en fait toutes les associations qui sont mobilisées sur ce sujet, parce que nous, on s'appuie aussi sur une antériorité et une compétence d'autres associations. Je pense notamment à Surfrider, à Zero Waste, qui est dans la salle et qui sont partenaires du projet, et à toutes les autres. Mais en tout cas, pour une partie particulière qui est de faire évoluer la loi, c'est important d'avoir des juristes et donc des associations structurées qui vont pouvoir faire du plaidoyer et faire évoluer la loi, comme Surfrider, la FNE ou Zero Waste France, avec lesquels on collabore. Et nous, on vient aussi donc dans un plaidoyer collectif, mais aussi sur des enquêtes de terrain pour vérifier, comme les autres associations, si la loi elle est bien appliquée. Et donc, comme on a une stratégie qui est vraiment sur la bouteille plastique, on s'est intéressé aux mesures de la loi AGEC qui concernent la réduction de la bouteille plastique. Et il y en a une, par exemple, qui est et on va pouvoir partager notre pétition. Si tout le monde ne l'a pas déjà signée, vous avez le QR code. Donc, la loi AGEC, la pétition a 1 an, mais on continue à la pousser. La loi AGEC prévoit que dans tous les établissements qui reçoivent plus de 300 personnes, il y ait un point d'eau et qu'il soit signalé de manière visible pour qu'on puisse remplir nos gourdes. Ça veut dire quoi? Dans toutes les gares, dans les grosses stations-service, les grosses stations de métro, les centres commerciaux, etc., on doit avoir ces points d'eau. Donc voilà, donc ça c'est un levier, c'est s'appuyer sur la loi pour la faire appliquer. Donc faire un peu le gendarme de la loi, et puis faire des pétitions, et puis mobiliser. Voilà. Et ça marche, parce que depuis, il y a un peu plus de points d'eau dans les gares, et on commence à en voir dans les stations de métro. Mais il n'y en a pas assez, donc on continue à signer et à pousser. Donc ça, c'est un levier. Il y a aussi des leviers qui sont du name and shame. On participe à ce qu'on appelle un brand audit international sur les plus gros pollueurs plastiques, qui montre tous les ans que c'est Coca, Pepsi, Nestlé, les plus gros pollueurs plastiques au monde. Et on regarde les données en France avec d'autres associations où on note, on fait des ramassages de déchets, où on note les marques des mégots, on note les marques des bouteilles, des emballages. C'est très fastidieux, mais ça permet ensuite de dire, en France en l'occurrence, le plus gros pollueur plastique, c'est Cristalline. Voilà. Donc c'est important aussi de faire ce travail de name and shame. Et puis après, je trouve qu'il y a aussi tout le côté, et c'est ce qu'on partage aujourd'hui avec le site qu'on va vous présenter après, il y a tout le côté, quelles sont les solutions alternatives, parce que dénoncer ça suffit pas. Et voilà, c'est important aussi de travailler avec les acteurs des solutions, les entreprises qui portent des solutions, qui vont permettre de nous aider à nous passer de bouteilles plastiques. On reviendra sur le site après. Je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que en fait, on a besoin de collectifs, de complémentarité pour pousser. C'est tellement
tellement lourd le modèle économique des boissons, de l'eau en bouteille. C'est tellement lourd, c'est tellement puissant. On a besoin de collectifs pour faire bouger les lignes. Donc on crée un collectif aujourd'hui. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de nous encourager. Mais il y a aussi des interactions qui se jouent avec la presse. La presse a joué dernièrement un rôle très important pour dénoncer en fait les tromperies de l'eau embouteillée, pour dénoncer aussi la baisse de qualité de l'eau embouteillée. Et il y a encore des articles. Aujourd'hui, on devait avoir Stéphane Foucard qui finalement du Monde n'a pas pu venir parce qu'il a dû faire un article parce que Nestlé est obligé de détruire une partie de son stock parce qu'il y a un problème de qualité de l'eau dans ses eaux. Voilà, donc la complémentarité aussi, la médiatisation et mettre sur la place publique la vérité sur la qualité de l'eau du robinet d'un côté et la qualité de l'eau embouteillée de l'autre, c'est important. Merci. Du coup, vous avez compris le message. Hein. Vous allez renforcer les troupes d'ici et ici. En complément juste de ce que Muriel disait, il y a un truc que j'aime bien relayer parce que les gens ne sont pas forcément au courant. Dans la loi AGEC, il y a 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes qui sont hyper intéressantes pour les amateurs de je prends mon café à emporter ou mon thé à emporter. C'est écrit noir sur blanc en fait que quand vous apportez votre contenant, le restaurateur est tenu de vous offrir une réduction. Alors, il n'y a pas marqué combien, il n'y a pas marqué si c'est 30 centimes, un cookie ou que sais-je, mais voilà. Et donc, vous avez 2 options. Soit il est au courant, vous lui tendez et vous dites « alors, c'est combien ma réduction ?» Et dans ce cas, il vous l'applique. Soit il n'est pas au courant et dans ce cas, vous faites de la sensibilisation et ça va monter au cerveau et il va devoir l'appliquer. Voilà. C'est le temps des questions. Allez-y. J'avais une question, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est valable aujourd'hui la réduction si on aborde son contenant ou en quelle année? J'ai pas compris. Juste... C'est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, donc loi AGEC. Et donc, alors c'est en fait, le commerçant est obligé d'accepter votre contenant pour de la nourriture ou pour une boisson. C'était une question sur ton intervention en fait. Et la réduction, curieusement, elle n'est prévue que pour les boissons, pas pour la nourriture, mais pour les boissons. Donc vous venez avec votre gourde ou un mug à emporter, ça existe, hein, des mugs avec un capuchon, et le commerçant est obligé d'appliquer une réduction à sa convenance. Il y a même certaines entreprises qui communiquent dessus, voilà, Starbucks. Ok, donc c'est déjà en vigueur aujourd'hui partout où on va. Alors, c'est pas toujours appliqué, hein, mais, oui, d'accord. Mais okay. Si vous avez un contenant réutilisable type mug à emporter ou gourde, vous pouvez demander la réduction. Ok, et ma vraie question d'avant, c'était les carafes filtrantes, leur utilité, s'il y a effectivement une utilité ou si en fait, enfin voilà, votre avis sur les carafes filtrantes par rapport aux critères de qualité de l'eau du robinet, qu'est-ce que ça permet d'enlever? Je me rends pas compte. Alors, on va avoir Britta qui sera avec nous tout à l'heure, donc je pense qu'il pourra répondre, enfin Antoine Giuntini, directeur de Britta France, qui pourra répondre à cette question après, dans le détail. Il faudra que tu rajoutes ça à ton intervention, Antoine, du coup. Ok. Oui, c'est ok pour moi. Et j'en profite, vu que j'ai le micro, j'avais une autre question encore. Sur la consigne, on n'en a pas parlé, parce que c'est facile de prendre de l'eau du robinet, mais si on veut boire du lait ou même des sodas de temps en temps, mais en tout cas je pense plutôt aux produits laitiers où c'est quand même très compliqué aujourd'hui de se passer de plastique pour les yaourts ou les briques de lait. Je voulais avoir votre avis sur le redéploiement de la consigne en France. Alors vous parlez de la consigne pour réemploi, c'est ça? Oui, la consigne en verre. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Pour nous, ça fait partie des solutions. D'ailleurs, dans le site qu'on vous présentera après, avec l'ensemble des solutions, il y a toutes les solutions de réemploi. Alors, du coup, le réemploi, c'est quoi? Ça s'oppose à l'usage unique. C'est pas clair pour tout le monde, hein. Excusez-moi pour ce petit temps de définition. Ça s'oppose à l'usage unique. Ça veut dire que mon contenant, ma bouteille, je vais la réutiliser plusieurs fois. Elle va rentrer dans une boucle de réemploi. Donc, en effet, elle va être consignée. Donc, je vais la ramener en tant que consommateur ou elle va être récupérer chez moi, par exemple, si je me fais livrer. Il y a des sociétés qui font ça maintenant, de la livraison de bouteilles en verre. Et donc ensuite, elle est lavée, re-remplie.
Voilà, et souvent dans des circuits courts. Pour que ça marche bien, que ce soit intéressant d'un point de vue environnemental, il faut que ce soit dans des circuits courts. C'est en train de se développer. Tout à l'heure, il y avait avec nous Célia Renesson, qui est directrice du réseau VRAC et Réemploi. On a l'ECO qui va parler tout à l'heure du réemploi. C'est évidemment, ça fait partie des solutions, c'est très clair. Il y a d'un côté de la sobriété, où on revient à l'eau du robinet. De l'autre côté, il y a des manières de faire des boissons avec de l'eau du robinet. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, le réemploi, c'est une troisième piste importante. Et du coup, on a une idée d'une année, en quelle année dans mon Carrefour City je vais voir des bouteilles en verre pour le lait ou... Parce que là, on est en 2024, il faut attendre combien de temps avant que ça se Alors, remplace, quoi. Après, vous passez le micro, on est d'accord? C'est la dernière question. Hein. et je vais le passer aussi à Nathalie. Alors, en fait, il y a une obligation dans la loi, c'est 10% d'emballage réemployable et réemployé en 2027, et on devrait déjà en avoir 5% en 2023. Bon, on n'y est pas, hein. Enfin, on n'y était pas. Donc, là aussi, il faut que le réemploi s'accélère. Mais bon, je pense que Maud pourra répondre dans le détail tout à l'heure sur le réemploi. Voilà. Et juste pour préciser que le plastique, c'est quand même pas un matériau qui se prête au réemploi, hein. On est bien d'accord. Voilà. Alors que le verre, oui, à l'infini. Non, parce que souvent, il y a une espèce de mélange, là. On ne sait jamais de quel réemploi on parle. Oui, bonjour, je suis Stéphane Boudy de Protection des Océans, donc l'association. Alors nous, on se posait la question suivante par rapport à cette lutte contre le plastique à usage unique, et c'est plutôt notre position, et je voudrais savoir ce que vous en pensez, et plus particulièrement peut-être Madame Gontard, la scientifique Madame Gontard. Est-ce que finalement, sur cette question des bouteilles plastiques, voilà, je vous ai entendu avec Philippe Bollot, enfin on vous connaît par cœur, et on se félicite de votre existence. Ce plastique qui ne se biodégrade pas, est-ce que finalement on ne pourrait pas imaginer une interdiction tout bonnement, comme ont été interdits en France au début du XXe siècle, le blanc de Céruse, Clémenceau était un militant de l'abrogation du blanc de Céruse, donc la peinture au plomb, qui a finalement disparu. D'autres matériaux en France, ça a existé, l'amiante, vous vous souvenez très bien, on a fini par interdire littéralement ce matériau. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer le consommateur à protection des océans, excusez-nous de ne pas trop y croire, on ne pense pas, parce que pourquoi? Parce qu'on ne lui laisse pas de choix, il n'a pas d'alternative en fait. Quand il va consommer, en gros il a le choix entre le plastique et le plastique. Donc on n'y croit pas trop, on ne pense pas que ça viendra de là. On imagine plutôt une interdiction sur le mode que j'ai évoqué. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Madame Gontard? Alors, moi je serais tout à fait favorable à des interdictions, mais il faut quand même juste savoir que nos modes de vie ont évolué avec ce matériau et qu'il y a des plastiques qui nous sont essentiels. On va avoir du mal à s'en passer. Donc moi je pense que, je l'ai dit un petit peu, peut-être pas développé assez, je pense qu'il faut vraiment qu'on se penche sur cette notion de plastique essentiel. Quels sont les plastiques dont on ne peut pas se passer? Et là, tous les autres, oui, bien entendu, il faut qu'on cherche à les interdire. Mais ça, je pense que ça peut pas... Alors certes, les lois sont importantes, mais les lois, il faut qu'elles soient applicables. Donc il faut aussi qu'on incite tous les secteurs industriels. Je dis tous les secteurs industriels, je ne rajoute pas utilisateurs de plastique, parce que tous les secteurs industriels utilisent du plastique. Donc il faut qu'on les incite à imaginer des services, à élaborer des services et des biens qui utilisent le strict minimum de plastique. Or, pour l'instant, on a tourné autour du pot quand même. On s'est focalisé sur le déchet et maintenant, vous savez qu'il y a actuellement des négociations autour de ce traité international qui doit être juridiquement contraignant. Et actuellement, on est en train de montrer du doigt les producteurs, les pays producteurs. Et on se dit, il faut qu'on réduise la production. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on se penche d'abord sur nos modes de vie. Et donc, du coup, sur nos modes de consommation. Et il faut que ce soit... mais pas en tant que consommateur. Il faut que ce soit que les industriels soient mis à contribution, et tous, et qu'on se fixe des objectifs de réduction, mais des objectifs sévères. Je pense qu'on pourrait se passer de plus de 75% des plastiques qu'on utilise actuellement. Ensuite,
je pense aussi que, comme tout poison, en fait, c'est la dose qui crée le danger. Donc notre monde est capable de supporter, nos organismes sont capables de supporter une certaine dose de ces plastiques. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est un processus qui est cumulatif, c'est-à-dire que ces plastiques ne sont pas éliminés. Donc on en a déjà produit beaucoup. Ensuite, actuellement, on a une consommation de plastique qui ne cesse d'augmenter. Et entre autres aussi parce que toutes nos transitions utilisent de plus en plus de plastique, c'est-à-dire qu'on troque d'une empreinte carbone contre une empreinte plastique qu'on ne comptabilise pas. Et donc du coup, toutes ces technologies, je sais pas, par exemple les véhicules électriques, il y a de plus en plus de plastique, on en utilise de plus en plus. Donc je me dis peut-être que ce sont des plastiques qu'on pourrait juger essentiels. Mais là aussi, il faut le faire de façon éclairée. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que quand on construit une éolienne, on troque une empreinte carbone contre une empreinte plastique, avec des impacts qui sont très importants, même si on n'est pas capable de mettre des chiffres dessus encore, parce que la science a pris du retard. Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on se penche sur cette notion de plastique essentiel. Et pour moi, c'est important. Je vois mal comment on pourrait interdire. On a interdit l'amiante, mais l'amiante ne s'était pas installée dans nos vies et dans nos modes de vie comme le plastique l'a fait. En fait, excusez-moi, je parlais plus précisément de la bouteille plastique, quand je parlais de plastique à usage unique. Alors, et d'interdiction, évidemment... pour moi, c'est clair, voilà. Ça fait partie des plastiques qui ne sont pas essentiels, surtout qu'en plus, quand même, autour de la bouteille, il y a l'imaginaire de l'eau, de la pureté de l'eau, de tout ce que ça représente, et on n'en a pas besoin, donc oui, c'est clair. Je propose de prendre une dernière question qui sera concise, ainsi que la réponse. Merci. Bonsoir, Antoine, je travaille au 1% pour la planète. On sait qu'on exporte massivement encore nos déchets plastiques, aussi dans des pays, notamment en Asie du Sud-Est. Et on le fait un peu on contourne parce que normalement c'est censé être interdit, on passe par la Turquie qui est un membre de l'OCDE. Est-ce que les lois évoluent à ce niveau-là, parce que du coup c'est les pays moins développés qui subissent aussi nos modes de consommation. Alors, je peux répondre. J'avoue que je ne suis plus complètement au fait du calendrier, mais il y a une réglementation européenne récente sur l'interdiction d'exportation des déchets plastiques hors pays OCDE. Voilà, en tout cas, l'Europe est quand même assez à la pointe sur la réduction de la pollution plastique, des plastiques à usage unique et prend en compte aussi cette logique d'export de déchets. C'est pas encore complètement optimal, mais en tout cas, il y a une, je sais plus si c'est une directive ou un règlement assez récent sur le sujet. Tu as plus d'infos, elle complète. Capucine, elle sait encore mieux que moi. Mais en complément de ça, je pense qu'il y a le traité international en ce moment, ça c'est un des axes dedans, en tout cas pas de la pétrochimie mais les autres. Et le deuxième axe, je pense que ça va venir pas forcément d'une réglementation européenne, mais juste d'un refus net et précis des pays, à l'image de pays d'Asie du Sud-Est qui renvoient des containers et de tweets très drôles des premiers ministres en question qui prennent une photo du container qui retourne au Canada, en France, etc. en disant bye bye. Voilà, c'est ce que la Chine a fait en 2017-18. Du jour au lendemain, ils ont dit stop aux importations de déchets plastiques. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, il y a un temps de latence, mais probablement c'est ce qui va se passer en complément de la législation. Et juste 2 mots pour compléter. Il y a quand même la Convention de Bâle qui normalement interdit les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux dans lequel les plastiques sont inscrits. Sauf qu'évidemment, elle est contournée, toujours avec nos histoires d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pays qui reçoit le déchet est capable de démontrer ce qu'ils appellent une gestion écologiquement responsable de ces déchets, eh ben, les déchets peuvent passer la frontière. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce que gestion écologiquement responsable veut dire? Eh bien, derrière, on met tout un tas de processus de recyclage, de décyclage, où on fait en gros de la patouille avec du déchet plastique. Et du coup, in fine, il n'y a
cette convention de Bâle n'est pas appliquée correctement. Si jamais il reste des questions, je vous propose de les garder bien au chaud pour quand on se retrouvera autour d'un verre tout à l'heure. Et par conséquent, de remercier nos intervenantes et d'accueillir les suivants. Donc nous avons Oriane, voilà, première assise, qui est administratrice et responsable des marques Biocop. Nous avons Laurent Gaudissart, qui est directeur général de Bering Water, qui fait des fontaines. Nous avons Jean-Luc Schneider, qui est en train de s'installer, qui est président d'Europecom, qui fait de la communication dans le monde du sport. Et nous avons Maude Craplet, qui est gestionnaire de projet chez l'ECO, qui est un éco-organisme. Et nous attaquons la réjouissante partie de comment lever les freins à la réduction des bouteilles plastiques. Voilà, c'est dit. Cette table ronde sera réjouissante ou ne sera pas, parce qu'elle va nous apporter sur un plateau des exemples d'hydratation sans plastique à usage unique. C'est une offre qui existe, hein, ce n'est pas une promesse pour en 2027. Donc ça vise à montrer que les freins peuvent sauter. Voilà, nous voilà tout proche de marathons sans bouteilles plastiques, de cafétérias d'entreprises sans bouteilles plastiques, de restaurateurs de grande distribution qui ont dans leur rayon tout sauf des bouteilles plastiques. C'est parti. Avec Muriel, juste pour récapituler en amorce tout de même, les raisons de changer de modèle sont nombreuses, on ne va pas revenir dessus, mais les freins à lever sont lesquels ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a certains qu'on a déjà évoqués. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce qu'on a évoqué dans la première table ronde, c'est qu'on voit bien qu'il y a les deux sujets qui sont très connectés. Il y a la question du contenu, quand on parle de l'eau, de poissons, d'eau aromatisée, de thé glacé. Il y a des contenus qu'on peut aussi parfois interroger sur est-ce qu'on a absolument besoin de ces contenus-là. Et la question des contenus, puis il y a la question des contenants et du croisement entre les deux. Et donc pour réduire le nombre de bouteilles plastiques mises sur le marché, on voit bien qu'il y a des freins économiques puisqu'il y a des acteurs importants derrière, les acteurs du secteur de l'eau embouteillée et des boissons, mais il y a aussi tous les acteurs qui tirent profit de la bouteille plastique parce que en fait c'est un produit sur lequel il y a pas mal de marge. En restauration, il y a pas mal de marge évidemment sur les boissons. Quand on vend un menu avec une boisson, on se fait plus de marge sur la boisson que sur la nourriture. Souvent, évidemment, on voit que c'est des produits phares de la grande distribution, donc c'est des produits aussi importants dans le chiffre d'affaires de la grande distribution. Donc les freins économiques, ils sont là. Après, il y a des freins qui sont des freins culturels, des freins liés aux habitudes. Quand on voit qu'il y a des gens qui... Ce que tu disais, Valérie, ce qui est fou, c'est qu'ils ont été élevés avec la bouteille plastique et ils n'en sortent pas. Ils n'essayent même pas de revenir à l'eau du robinet. Donc, il y a quand même le frein des habitudes, les freins culturels, des craintes. Et puis, il y a aussi parfois un attachement aux marques. Il y a des gens qui adorent telle marque de soda, par exemple, et qui auraient du mal à s'en passer, ou telle marque d'eau en particulier. Et donc, il faut voir de quelle manière on peut répondre aussi à ça. Puis, il y a aussi une envie de plaisir. Voilà, certains le diront. Certains n'aiment pas l'eau en tant que telle et ont envie de boisson avec davantage de goût. Nous, ce qu'on porte comme sujet sur la réduction des bouteilles plastiques, c'est qu'on pense que pour passer de 15 à 7 milliards et à zéro, il y a un choix de sobriété à faire, qui est un peu, nous, le choix prioritaire qu'on recommande, c'est-à-dire d'être plutôt sur de l'eau du robinet. En plus, c'est une empreinte carbone nettement inférieure, c'est moins cher, et puis en fait, on peut se faire des boissons agréables avec de l'eau du robinet chez soi, avec une feuille de menthe, un peu de citron, etc. Donc la sobriété, pour nous, c'est la priorité. Après, on se dit qu'on ne va pas embarquer tout le monde avec la sobriété, donc c'est important aussi qu'on ait d'autres solutions où on va pouvoir remplacer l'usage unique par du réemploi, on en a parlé, des solutions où on va filtrer parce que ça rassure et parce que le goût est plus agréable, des solutions où on va aromatiser, voilà, c'est tout ce qu'on souhaite partager.
peut-être qu'on peut montrer brièvement le site, puis on va revenir dessus. Donc on lance tout un programme qui s'appelle Objectif Zéro Bouteille Plastique, qui recense ces solutions. Et on va passer un peu avec nos invités sur certaines de ces solutions. Et donc le principe, c'est quoi? C'est d'accompagner tout le monde. D'accompagner ceux qui vont être plus ouverts à une logique de sobriété, d'accompagner ceux qui vont être moins ouverts, d'accompagner des professionnels, des acteurs de l'événementiel, des acteurs des courses sportives, des marathons qui ont besoin d'hydratation. Donc comment on règle ce sujet-là? D'accompagner les restaurateurs, voilà, d'accompagner tous les acteurs professionnels, particuliers et touristes. On reviendra sur les touristes qu'on va accueillir en nombre, en millions cet été, pour être sur de l'hydratation sans plastique. Et donc, dans ce site, il y a près de 180 solutions. On est plutôt dans une logique de recherche d'exhaustivité. Peut-être qu'on ne les a pas tous. On a fait un choix aussi qui est de ne pas remplacer la bouteille plastique par un autre contenant à usage unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas recensé des solutions qui vont être type canette ou qui vont être type Tetra Pak pour mettre de l'eau. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas ça qu'on cherche. Voilà, donc c'est plutôt des solutions de distribution différentes de l'eau et des boissons. Et je voudrais dire que derrière tout le projet qu'on mène, il y a des partenaires, des mécènes qui sont avec nous, qui sont exprimés, d'autres qui ne sont pas exprimés. Il y a aussi des associations. Et je voudrais signaler qu'en fait, on fait ensemble quelque chose d'un peu original, c'est-à-dire que dans les solutions, les mécènes ont accepté qu'il y ait les solutions de leurs concurrents qui n'ont pas forcément participé, mécéné le site. Voilà, donc c'est assez louable de leur part, assez original. Et on est plutôt dans une logique, en créant ce collectif, finalement, de se dire on y arrivera davantage à plusieurs et on a besoin vraiment de créer une rupture, un changement dans la consommation et on sera plus fort à plusieurs et on essaye à quelques-uns, un premier collectif qui est quand même maintenant d'une quarantaine entre les mécènes, les associations partenaires et les parrains-marraines, on est entre 40 et 50, mais ensuite on va aller chercher les autres pour créer ce mouvement qu'on veut créer et la rupture, pas la crupture, la rupture souhaitée et nécessaire. Oui, alors c'est bien joli, mais vendre des bouteilles, ça rapporte. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour que le Carrefour City du monsieur là-bas n'ait plus de bouteilles plastiques, qu'il n'ait plus envie d'en vendre? Je donne la parole à Biocop. Alors, je ne peux pas parler pour Carrefour City, du coup. Mais cela dit, ils ne sont pas les moins en avance sur la consigne. Ils sont plutôt au stade de test aujourd'hui, mais ils vont assez vite sur le sujet. Donc moi je travaille pour Biocop, c'est pas Carrefour, mais on est une coopérative qui regroupe 740 magasins, 22 groupements de producteurs, des consommateurs et des salariés qui sont tous ensemble sociétaires de la coopérative, c'est-à-dire qu'on est tous un peu les patrons de Biocop. Et cette particularité, elle n'est pas anecdotique dans le fait qu'on a réussi à faire passer ce type de décision un peu drastique qui était donc en 2016 d'arrêter complètement l'eau en bouteille plastique dans nos magasins, d'arrêter de les vendre. Donc cette décision, elle était collégiale, elle était longue, je vais vous raconter l'histoire, et elle était quand même courageuse parce que nous, ça nous paraît normal maintenant, mais on se rend compte qu'on est quand même encore aujourd'hui les seuls à le faire. Donc cette idée, elle est née en 2003 chez des salariés de Biocop qui travaillaient à la logistique et qui se sont dit mais c'est quand même dingue aujourd'hui donc l'eau, nous c'était comme les podiums qu'on a vus, l'eau c'était notre première vente et ça pouvait remplir jusqu'à un quart de nos camions et nos camions c'est des gros porteurs, ils traversent la France aussi et on se disait mais c'est quand même fou de transporter du vent comme ça, en plus des produits qui vont à l'encontre de tout ce qu'on est, puisque la bio c'est quand même la préservation des sols, la préservation des ressources, de l'eau, et donc finalement on cautionne tout un truc à côté qui est contre nos valeurs. Et donc là, c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on trouve une solution à ça, et finalement la solution ça a été de l'arrêter. Alors on l'a fait petit à petit. D'abord on a arrêté de le commercialiser sur nos plateformes. On a 4 plateformes qu'on a testé d'abord sur une, puis sur 2, et puis ensuite sur les 4. Ça c'était en 2007. Et ensuite en 2016, mais les magasins pouvaient continuer d'acheter des bouteilles par des grossistes. Aujourd'hui, le réseau Biocop c'est des indépendants, donc ils ont le choix. Et donc c'est en 2016 que collectivement, en Assemblée Générale, on a décidé d'arrêter. Mais là, il y avait déjà la moitié du réseau qui avait déjà fait cet effort-là. Donc il y a eu vraiment ce temps long de changement d'habitude. On parlait depuis tout à l'heure d'accoutumance, de changement d'habitude. Ça a été long et même chez Biocop, ça a été des débats houleux et passionnés jusqu'au dernier moment, avec des pressions dans tous les sens.
Et les principaux arguments, c'était pas finalement le chiffre d'affaires, c'était, même si c'était une des raisons, mais c'était surtout la peur d'arrêter de rendre service aux clients. En fait, l'eau, c'est un service aux clients. Et on avait peur que du coup nos clients partent chez nos concurrents, chez Carrefour City, qui lui vend de l'eau en bouteille plastique, pour trouver cette eau en bouteille. Et donc, pour contrer un petit peu ces arguments, sur le chiffre d'affaires, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé au magasin une offre alternative à plus haute valeur ajoutée. On leur a dit, bah, regardez, l'eau, ça prend énormément de place en réserve, en magasin. Le foncier, l'immobilier, ça coûte cher. Donc, vous pouvez remplacer cette offre par... et il se trouve qu'à ce moment-là, on commençait à vendre du cosmétique, des choses comme ça, qui prend beaucoup moins de place et qui a une forte valeur ajoutée. Donc, on a vendu cette offre alternative au magasin. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ensuite, on a dit, bah, par rapport au fait de perdre ce service client, proposer... on a monté des meubles à eau. Il y a certaines solutions qui ressemblent un petit peu en plus performant sûrement, mais pour montrer qu'il existe de l'eau filtrée, qui a un goût différent, etc., l'osmose inversée, les charbons actifs. Et comme ça, en fait, finalement, on rend un service gratuit aux clients. Et enfin, on leur a expliqué que ce qu'ils allaient perdre en chiffre d'affaires, ils allaient le gagner en crédibilité, en légitimité auprès de leurs clients, parce que on l'a fait, quoi. Donc c'est tout ça qui a fait qu'on a réussi à voter ça. Ça a été applicable à partir de 2017 et aujourd'hui on n'imaginerait surtout pas revenir en arrière. Ça fait même partie vraiment de ces décisions fortes. On en a d'autres comme la saisonnalité, où en fait voilà, ça contribue vraiment à nous renforcer de l'intérieur. Et voilà, et on continue. Alors sur la consigne, nous on a décidé, c'est un sujet qui est très compliqué. Parce que justement, comme tu disais Muriel, ça doit se faire en local pour que ça marche, mais qui dit local dit petits acteurs, qui dit petits acteurs dit très difficile de monter un business model qui tient la route. Et donc du coup, là on a mis un coup d'accélérateur et on sait qu'à partir de 2025, 100% de nos magasins seront des points de collecte, que ça concerne aujourd'hui 80% de nos références en bouteilles en verre. Donc c'est vraiment un gros truc chez nous. Et après, on propose des solutions de filtres, de machines pour faire des boissons pétillantes, etc. Donc voilà. Merci beaucoup. Laurent Gaudissart, donc, pour la solution Bearing Water des fontaines, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il en est de la restauration sur place et à emporter et de comment votre solution, comme d'autres similaires, fait sa part là-dedans ? Alors, restauration, deux types de restauration, effectivement restauration sur place ou restauration à emporter. À emporter, ça reste toujours très compliqué parce que le contenant, tout le monde n'a pas le réflexe de la gourde et le contenant reste un véritable problème. On peut partir avec un contenant, mais qui sera un contenant façon en carton avec du plastique à l'intérieur pour qu'il soit particulièrement bien imperméable. C'est compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. En revanche, nous avons développé une machine qui s'appelle la fabrique à boissons, qui permet de faire sur place, sur le moment, des boissons qui peuvent être soit simplement de l'eau réfrigérée, soit de l'eau pétillante, mais surtout ça permet d'avoir une expérience gourmande avec des aromatisations qui sont faites donc sur le moment. Nos clients aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans la restauration collective qui se sont tournés vers nous. Les Sodexo, Elior, etc., ce genre de grandes boîtes ont des demandes de la part de leurs clients qui sont des demandes de rupture avec la traditionnelle armoire réfrigérée qui fonctionne 365 jours par an. En termes de consommation, c'est juste énorme et qui génère des déchets par les canettes qu'il a fallu préalablement aussi stocker et avoir toute cette démarche logistique depuis le lieu de livraison jusqu'au lieu de stockage. Donc, on s'adresse à nous justement pour avoir une expérience différente, pour avoir des goûts différents et puis pour avoir une boisson qui est faite sur le moment, qui est consommée sur le moment.
Quand on est en entreprise, c'est pratique, les gens peuvent repartir avec leur gourde, remplir leur gourde avec la boisson qu'ils ont souhaité. Quand on est en salle de restauration, sur place, c'est beaucoup plus simple. Derrière, le bon vieux verre en verre, ben, ma foi, une fois que c'est consommé, il passe à la plonge et puis il est remis en circulation. Voilà. Mais chaque fois, ce qu'on va venir chercher, ce que les clients viennent chercher, c'est une expérience qui soit différenciante, c'est un parcours client qui soit accompagné, c'est un marketing qui soit différent sur le site et dans l'offre de service et d'expérience client. Quand on souffle à Coca-Cola de faire des fontaines, il nous répond que ça demande un gros entretien. Qu'est-ce qu'il en est de vos machines ? 4 entretiens par an, et ça fonctionne tellement bien qu'on pense même passer à 2 entretiens par an. Et il se trouve que l'exploitant est aussi, l'exploitant, qui soit restaurateur ou qui soit en entreprise, est impliqué dans le maintien aussi de la machine. C'est-à-dire que de la même façon qu'on nettoie une machine à café ou la table ou la ligne de self, on peut très bien former les personnels pour qu'ils soient autonomes dans l'entretien au quotidien de leur matériel. Quelque part, ça fait partie du job. Et voilà. Et l'expérience de la fabrique à boissons est plutôt une bonne expérience. La preuve en est notre développement commercial là-dessus, avec ce positionnement qui est un pas sur le côté. C'est rentable. Oui, ça l'est, y compris pour les exploitants qui peuvent être libres de le monétiser de façon différente. On a la possibilité sur la machine de mettre des moyens de paiement qui sont différents. Ça fonctionne avec des jetons, donc vous passez on vous sert, on vous donne un jeton et vous allez choisir votre boisson. Ça peut être en libre service et ça peut être aussi avec des lecteurs de badges d'entreprise ou même du paiement en carte bleue. Voilà. Aujourd'hui, on a une solution qui est complète, que ce soit dans l'aspect logistique, que ce soit dans l'aspect paiement. Et encore une fois, les exploitants s'y retrouvent et certains ne reviendraient pas en arrière. Merci. Avec plaisir. On va faire un petit sprint avec les marathons et Jean-Luc. Je dis marathon parce que c'est un événement assez emblématique, mais il y a aussi des événements culturels. Comment gère-t-on des masses de population qui sont addictes à la bouteille ? Bonsoir. Alors, moi, Jean-Luc, Eurocom. Donc, Eurocom, c'est une boîte que j'ai montée en 1981 qui est destinée à faire de la communication et du matériel sportif. Et donc, je m'occupe de plein d'associations sportives à travers la France. Et depuis le début, à force d'être prestat ou d'organiser des manifestations, on a toujours eu le côté écolo sur nos productions, mais j'ai toujours été outré par les tonnes de déchets qui étaient rémanentes après une manifestation. Vous avez tous en tête une image après une course. Vous imaginez, là, tu l'as l'image, là, les montagnes de déchets qui sont dans les caniveaux, dans le meilleur des cas, et dans les fossés, dans le pire des cas, que ce soit après une course sportive, que ce soit après un festival ou sur un événement, quel qu'il soit, commercial ou autre. Il fallait trouver une solution. Et on a réinventé la fontaine. Alors, j'ai pas inventé la fontaine, mais j'ai adapté les fontaines au grand, voire très grand public. Donc, on a plusieurs dispositifs. Je vais en parler que d'un seul. Si ça vous intéresse de connaître les autres, vous venez voir plus tard. Là, vous avez devant les yeux ce que j'appelle une rapido, tout simplement parce qu'on est en capacité de servir un verre d'eau de 25 centilitres. C'est à peu près ce qu'a besoin un sportif pour se réhydrater pendant une course. Et ça, je le fais en
moins d'une seconde. Donc, ce qui donne une énorme fluidité, puisqu'on va 25 fois plus vite que tout ce qui existe actuellement sur le marché. Donc, ça permet de fluidifier les manifestations grand public, mais ça permet aussi et surtout aux coureurs de se servir en mouvement. Alors, quand on court comme moi, il n'y a même pas besoin de ralentir. Quand on court normalement, on décélère, on se serre et on repart sans avoir à jeter de gobelets par terre. Et là, on change à peu près tous les paradigmes des manifestations sportives. Il y a 15 jours, il y a eu une petite course dans Paris dont vous avez sûrement entendu parler. Il y a eu quand même la bagatelle de 800 000 bouteilles en plastique par terre ou dans des poubelles en plastique. Je ne vais pas vous faire un dessin entre la création de la bouteille, l'acheminement, ça fait des montagnes de déchets. Nous, on se clampe simplement sur le robinet d'eau potable le plus proche et on arrive à distribuer les mêmes quantités d'eau, sans gâchis d'eau, parce que dans les 800 000 bouteilles, les 3/4 sont parties à moitié pleines quand elles n'étaient pas aux 3/4 pleines, donc ça fait double gâchis. Donc nous, on arrive à économiser l'eau puisqu'on n'utilise on ne prend que ce qu'on consomme, et il n'y a plus de bouteilles en plastique par terre. Donc aujourd'hui, on est plébiscité aussi bien sur toutes les manifestations sportives, on va être sur les matchs de l'équipe de France de rugby, par exemple. On est on a fait le salon de l'agriculture. On avait une vingtaine de fontaines qui ont permis qu'il n'y ait pas de coma éthylique. Ça, c'est un autre débat, mais ça permet aux gens de s'hydrater entre deux pintes. Et on est sur des festivals et sur toute autre manifestation. Donc ça existe, ça marche. Si vous voulez les avoir chez vous, vous m'appelez. Quelles sont les remarques auxquelles vous devez, contre lesquelles vous devez argumenter en fait J'imagine que par exemple le marathon, il y a toutes les histoires des sponsors qui rapportent beaucoup, et comment on contre ça? Alors effectivement, aujourd'hui, et tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que la seule et unique remarque qu'on me fait, c'est que oui, mais moi alors pour les plus gros, ils sont sponsorisés par des grandes marques, que ce soit Evian et Vittel. Pour les plus petites manifestations, ils ont toujours un Intermarché, un Super U ou un Auchan qui leur apporte quelques palettes de bouteilles, donc c'est gratuit. Moi, ce que je propose, c'est une surface de communication sur une rapido de 6 mètres. On est à près de 30 mètres carrés de communication. Donc, on peut très bien trouver un partenaire qui finance l'opération en utilisant mes fontaines pour communiquer sur une manifestation verte. Et comme beaucoup de gens n'ont pas forcément les fesses propres, passez-moi l'expression, ça permet de se reverdir un petit peu l'image. Parfait. Les fesses, je vous remercie. Maude, donc vous travaillez pour l'ECO. Peut-être tout le monde ne connaît pas, mais c'est un éco-organisme, et les éco-organismes ont un rôle majeur à jouer pour accompagner les acteurs de la boisson, puisque c'est le sujet de ce soir, et puis les distributeurs et le grand public dans la réduction des bouteilles. Donc quels sont les leviers pour réduire cet usage? Pour ce qui nous concerne, c'est des leviers techniques et financiers. Mais je vais peut-être rappeler rapidement ce que c'est qu'un éco-organisme, parce que c'est un fonctionnement qui est peu connu de la plupart, je pense. En fait, un éco-organisme, c'est une organisation à but non lucratif qui est agréée par l'État, agréée en fait pour financer la collecte des déchets et leur prévention. Donc, globalement, on a des entreprises qu'on appelle des producteurs qui sont adhérentes et qui versent ce qu'on appelle des éco-contributions. Alors, ça existe sur d'autres secteurs que les emballages ménagers, mais par exemple, si vous allez acheter un équipement électromécanique, mettons une télé chez Fnac ou Darty, vous verrez en bas de votre facture un montant d'éco-contribution. Et en fait, on appelle ça une taxe, mais ce n'en est pas une. En tout cas, c'est un montant qui est reversé à un éco-organisme derrière pour financer la prévention des déchets et leur gestion, la gestion des déchets. Donc toute la partie collecte des déchets, tri, recyclage. Et pour ce qui concerne les emballages ménagers, il y a aussi une grosse partie qui sert à financer le réemploi.
Donc le réemploi qui est effectivement un levier majeur pour réduire les déchets, tout en adaptant à des modes de consommation qu'on connaît. Donc je rappelle juste la boucle, si on se concentre sur les bouteilles, mettons une bouteille de vin, ça consiste à acheter en magasin, par exemple Biocop, une bouteille réemployable, une bouteille de vin marketée réemployable, la consommer et ensuite on la rapporte dans son point de vente. Cette bouteille, elle va être ensuite collectée, puis mise dans une espèce de gigantesque lave-vaisselle spécialisée pour les bouteilles et donc re-remplie ensuite derrière par le producteur. Et donc ce que fait l'ECO en tant qu'éco-organisme agréé sur la filière des emballages ménagers, c'est de financer les différents projets et les différentes opérations qui peuvent être liées à notamment ce réemploi de bouteilles. Donc typiquement, pour avoir des gestionnaires pour avoir des projets qui émergent, il y a souvent besoin de financement. C'est souvent un peu un des éléments clés. Et donc on va pouvoir financer tout ce qui est test, par exemple, pour s'assurer que sa bouteille, elle est bien lavable, qu'elle est bien suffisamment résistante pour être réemployée. On va pouvoir financer aussi des casiers pour faire la collecte des bouteilles en magasin, financer aussi des actions diverses qui vont servir à alimenter ces boucles de réemploi. Et donc pour ça, on a un budget dédié qui nous sert chaque année via On peut peut-être le préciser parce que je crois qu'il est assez dodu le budget. Alors, il est dodu, mais en fait, il paraît peu quand on le mentionne comme ça, c'est 5% de ce qu'on collecte. Mais en fait, 5%, il faut se rendre compte qu'on a 80% de ce qu'on collecte comme éco-contribution qui sont versés directement aux collectivités territoriales pour financer la collecte du bac jaune et du bac de verre et financer le recyclage. Donc en fait, c'est 5% sur un marché à 1-2 milliards d'euros. Donc ce qui fait, pour ceux qui ne sont pas bons en calcul mental, alors ça dépend on a des concurrents, donc forcément on n'a pas les mêmes budgets. Mais effectivement, là pour l'année 2023, c'était 50 millions d'euros. Pour 2024, ça y est, elle l'a dit. Voilà. Avis aux entrepreneurs dans la salle. C'est ça, exactement. Et donc à côté de ça, il y a aussi d'autres actions qu'on peut financer sur la réduction des déchets, et notamment ce qu'on appelle l'éco-conception, donc le fait de penser l'emballage dès le début, en se disant comment est-ce qu'on peut réduire son poids, comment est-ce qu'on peut substituer un matériau par un autre, et comment aussi est-ce qu'on peut rendre cet emballage réemployable. Enfin, il y a une dernière chose qu'on fait qui est assez nouvelle. C'est des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public. Il y en a eu sur les campagnes de tri pour expliquer comment trier ces emballages. Et maintenant, il y en a sur les réemplois. Typiquement, on fait appel à des influenceurs plus ou moins connus du grand public, mais on essaye de cibler aussi des influenceurs qui ont déjà une communauté assez active pour expliquer au grand public ce que c'est que le réemploi, en quoi ça consiste, c'est quoi leurs avantages. Et là-dessus, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram entre autres, pour découvrir un peu les contenus qui sont les plus pédagogiques possibles. Merci beaucoup. Muriel, un mot pour conclure et peut-être aussi après on discutera, si vous avez des questions, encore une fois, vous les gardez, mais on va peut-être conclure. Non, parce qu'en fait, on va remercier nos intervenants et puis inviter Antoine Gintini, directeur de Brita, et Benjamin Maito de Quetch pour aussi évoquer d'autres solutions, parce qu'on en a encore d'autres, il y en a 180, on en a 2 autres. Et non, mais je vais leur laisser la parole pour accélérer. Bienvenue. Donc nous avons, c'est bien, on a eu que des femmes, maintenant on n'a que des hommes. Nous avons Antoine, alors je ne sais pas si je prononce bien, Gintini, voilà, directeur général de Brita, ici présente.
Et Benjamin Malto, qui est chef de projet RSE chez Quetch. Est-ce que nous avons du Quetch en vue? Non. Oui, ça marche. Pas de produit, voilà. Donc on a vu avec nos précédents intervenants le côté financier pour lever les freins, et avec vous on va voir comment lever les craintes, quels sont les freins pratiques et culturels, et comment susciter le désir. Donc Antoine, pour commencer, filtrer l'eau, c'est une solution pour gagner en plaisir et pour rassurer. Comment ça évolue, comment la perception consommateur évolue, et quelle est votre valeur ajoutée par rapport à l'eau du robinet, puisqu'on a dit pas plus tard qu'il y a 5 minutes que l'eau du robinet c'était génial, donc quel est l'intérêt? Absolument, et merci de me donner l'occasion de partager ça. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier Muriel, vous remercier, et puis toute l'équipe aussi de nous réunir aujourd'hui. C'est un gros boulot et on est très heureux d'être à vos côtés pour porter ce challenge. Alors pourquoi filtrer son eau? Donc, on l'a dit, hein, l'eau du robinet elle est bonne, mais on peut la rendre encore meilleure. C'est-à-dire qu'on va optimiser l'eau quand on va la filtrer. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en filtrant l'eau? On va, par exemple, filtrer le chlore, qui est responsable d'un goût parfois jugé désagréable par les consommateurs. On va pouvoir aussi filtrer du tartre ou du calcaire. Et ça, c'est un gros avantage, un gros bénéfice, c'est que en filtrant le calcaire, on va être capable de protéger son petit électroménager, sa bouilloire, sa machine à café, et on va aussi être capable de sublimer toutes les boissons chaudes. Donc je vous invite aussi à faire le test chez vous. Faites-vous un thé avec de l'eau du robinet et un thé avec de l'eau filtrée, vous allez voir que ce n'est pas la même boisson. C'est aussi valable pour le café, et ça permet encore une fois une meilleure durabilité des appareils électroménagers. Et il y a des régions en France, et je pense notamment à certaines régions du Nord, si vous ne filtrez pas votre eau, au bout de quelques semaines seulement, la machine à café elle est inopérante compte tenu de l'accumulation du tartre. Et puis on filtre aussi toutes les particules jusqu'à 30 microns. Alors 30 microns, c'est un filtre comme celui-là. Sur nos fontaines, on va jusqu'au micron. Et 30 microns, donc des substances qui peuvent rester dans l'eau et qui parfois peuvent être un frein à la consommation d'eau du robinet pour certains consommateurs, certains résidus de pesticides, herbicides, résidus médicamenteux par exemple. Donc voilà assez succinctement ce que permet la filtration, tous les bienfaits de l'eau filtrée. Et donc l'eau filtrée, c'est une eau qui va être plus pure, plus agréable au goût, plus économique que l'eau en bouteille, hein, c'est 5 fois moins cher, et c'est aussi plus écologique. Si vous utilisez une carafe comme celle-ci, vous économisez 1200 bouteilles par an, et donc évidemment c'est assez substantiel. Nous chez Brita, ce qu'on cherche à faire bien sûr, c'est d'accompagner les consommateurs dans ce changement de consommation, et notamment on essaie d'inspirer aussi les nouvelles générations à changer pour aller vers ce monde à zéro plastique usage unique, et on veut faire connaître nos solutions. Alors on est assez connu pour la carafe, on a beaucoup d'autres solutions, et notamment des solutions à chaque moment de consommation. Si vous êtes chez vous, vous avez une carafe ou une bouteille filtrante pour faire votre boisson chaude ou boire votre eau à table, on a aussi des solutions que vous pouvez mettre directement sous évier. Et donc vous avez une eau qui va sortir filtrée de votre robinet, et donc vous n'avez plus de contenant pour ceux qui ne souhaitent pas devoir laver leur contenant par exemple régulièrement. On a aussi cette solution-là qui présente cet avantage. Quelqu'un qui veut boire une eau filtrée en déplacement, il peut le faire parce qu'on propose aussi des gourdes filtrantes. Et puis on a aussi des systèmes qui permettent de faire pétiller l'eau aussi, et donc quelqu'un qui veut une eau pétillante filtrée peut filtrer son eau, la faire pétiller et en profiter, soit à la maison ensuite, soit dans sa gourde. Donc voilà, très simplement dire que les solutions existent aujourd'hui pour avoir accès à une eau plus pure, beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique que les bouteilles plastiques à usage unique. Et je vous invite à échanger si vous avez d'autres questions suite à cette intervention. Super. Alors, je vais apporter un complément de réponse à ma propre question, mais juste, en fait, j'ai fait des recherches sur, je suis allée décortiquer des études qui ont été faites par des concurrents de Brita, mais qui filtrent aussi. Et en fait, je suis tombée d'assez haut en voyant, parce qu'en gros, ils disaient, on élimine, tac, 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 on élimine tout ça. Et donc, je leur ai posé la question, quand vous dites éliminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on élimine à 100% ou genre on élimine un peu, mais il en reste? Et ils ont été fair play, ils m'ont répondu du tac au tac avec les analyses détaillées.
Et ça me semble intéressant de vous partager la liste de ce qu'ils filtrent, parce que dans l'eau du robinet, moi, voilà, elle est très contrôlée, etc. Mais je ne soupçonnais pas tout ce qu'il y avait dedans, donc je vous partage ça en passant. Donc ils filtrent les particules, ils éliminent les bactéries, les kystes, le chlore, les dérivés chlorés, les résidus de médicaments, les hormones, les goûts, les odeurs, les métaux lourds, tels que le plomb et l'arsenic, les perfluorés, qui sont donc les fameux PFAS ou polluants éternels, le chlordécone, les produits chimiques type insecticides ou herbicides, j'ai pas fini, les résidus de médicaments, les hormones et... non, ça je l'ai déjà dit, le chlordécone. Voilà, donc la liste est impressionnante. Du coup, moi je me disais, jusqu'à présent, l'eau du robinet c'était bien, mais ça donne peut-être effectivement envie de passer à l'étape un peu plus loin. Voilà. Oui, c'est vrai quand on voit les chiffres de la filtration et ce qui est filtré, c'est inquiétant en fait, je trouve, par rapport à l'eau du robinet, alors qu'en fait, il y a la question, c'est ce qu'on a vu avant, c'est juste pour nuancer un peu sur le pourcentage de ces polluants. C'est-à-dire que s'il est infime, bon, on n'a peut-être pas besoin toujours de filtrer. Voilà, donc il y a cet équilibre-là à trouver sur ce débat entre eau du robinet sans filtration, avec filtration, et puis après chacun fait ses choix en recherchant toutes ces infos. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse peur sur l'eau du robinet, parce qu'en fait ces polluants sont quand même en très très faible quantité, ça a été rappelé dans la première table ronde, et ce qu'on dit aussi souvent par exemple sur les pesticides, c'est qu'on a beaucoup plus de risques en mangeant des aliments qui ne sont pas des aliments bio qu'en buvant de l'eau du robinet. Voilà. Après, la filtration est encore un plus si on veut aller encore plus loin pour se protéger sa santé et avoir un goût amélioré et protéger ses appareils. Tout à fait, j'adhère. Benjamin, s'hydrater sans plastique à usage unique, ça passe aussi par utiliser une gourde. Je pense qu'ici... tout le monde est déjà convaincu, mais aussi par la création d'autres manières de boire. C'est quoi votre analyse des tendances de consommation et qu'est-ce qui facilite le switch, le renoncement à la bouteille plastique? Okay, merci beaucoup pour cette question et puis de me permettre de prendre la parole au nom de Quetch. Moi j'aime beaucoup le mot désirable et le fait de rendre désirable un peu tout ça, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont là. On a quand même cette volonté commune de se dire c'est pas sexy. Globalement, l'eau du robinet, c'est pas sexy. Comment on fait pour rendre tout ça sexy? Et nous, c'est un petit peu si on prend un peu macro, si on prend le marché de la gourde, c'est assez intéressant de vous dire que globalement, là, dans la salle, la gourde, il y a 10 ans, c'était pas sexy. Ceux qui utilisaient des gourdes, c'était le boy scout qui va faire sa randonnée, et puis le randonneur. Voilà. Puis c'était Quechua, voilà, c'était classique. Et maintenant, c'est apparu dans le quotidien des Français et des Françaises et c'est devenu sexy. D'une part, c'est devenu joli. Les produits sont devenus attirants. Et on remarque aussi désormais que les produits sont de plus en plus spécifiques à des usages. C'est-à-dire que certains vont ne pas seulement boire de l'eau, ils vont vouloir boire un café dans un contenant réutilisable, d'autres ce sera du thé, certains veulent des grandes contenances, de petites contenances. Si jamais vous avez un enfant, vous ne pouvez pas lui donner une bouteille d'1 litre parce que c'est trop lourd à soulever pour atteindre le goulot. Donc, il faut lui mettre une pipette, une contenance plus petite. Et au contraire, si on prend des gens qui travaillent sur un chantier toute l'après-midi, 16 juillet, 42 degrés, vous ne pouvez pas lui fournir une bouteille d'1 litre. Vous êtes obligé de lui fournir une bouteille de plus grande contenance, de 3 litres, qui est plus solide, mais 3 litres, c'est lourd. Donc il faut pouvoir adapter avec une poignée, le transporter et rendre tout ça accessible. Donc nous, les tendances de consommation, on voit que globalement, on a tous les acteurs à 1 milliard de solutions, enfin par an, on éradique 1 milliard de bouteilles plastiques sur les 14 milliards qui sont produites. On n'est qu'au début, mais on voit qu'on est de plus en plus en train de se spécialiser. Et ça, c'est bon. C'est vraiment bon pour ça de connaître un petit peu le marché. Et ensuite, si on reprend comment rendre désirable, nous on a fait l'exercice, je pense comme toutes les marques, de se dire quels sont les freins pour atteindre le produit. On s'est dit, ok, maintenant la bouteille elle est sexy, vous l'avez, chouette. Maintenant le gros défi c'est qu'elle soit utilisée. Pour qu'elle soit utilisée, il faut que vous puissiez la remplir.
chez vous, mais aussi ailleurs. Il faut que ce soit nomade. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir remplir votre gourde dans des lieux publics ou dans des lieux privés, que ce soit payant ou pas. Ensuite, il faut pouvoir l'entretenir, ce produit. Sinon, s'il est sale, vous allez le laisser dans votre placard. On remarque aussi que l'eau a besoin, pour certains, d'être filtrée. Donc, on rajoute encore un frein. Donc, heureusement qu'il y a des acteurs tels que Brita qui arrivent pour solutionner cette filtration d'eau, qui vient optimiser donc l'eau. Et enfin, nous, la dernière requête qu'on a eue et plutôt sur quoi on s'est intéressé, c'est un chiffre du CREDOC, qui est un centre de recherche français, un observatoire, qui sort que 80% des Français ne boivent pas assez d'eau. Du coup, on s'est dit pourquoi est-ce que 80% des Français ne boivent pas assez d'eau, et il y a deux raisons, enfin plutôt c'est une avec deux entités, c'est le goût de l'eau. Soit les gens n'aiment pas le goût de l'eau, parce qu'elle a un goût, soit c'est l'absence de goût. Et en même temps, on s'est rendu dans un Carrefour City aussi, nous, pour voir un petit peu ce qui se passe, dans un relais, ou même vous descendez dans un classe-croûte, mettez-vous devant l'hydratation, donc les bouteilles Coca et eau, prenez une photo, essayez de séparer en quadrillage, et vous allez voir que la bouteille d'eau en plastique, c'est 25% du linéaire. Ce qui veut dire que la gourde, seul solutionne que 25% du problème. Ça veut dire que les gens s'hydratent, mais avec autre chose que de l'eau. Vous ou moi, entre midi et deux, on va prendre, je sais pas, un Coca, une Volvic ou autre. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de solution à emporter qui existe en supprimant cet usage-là. On peut le faire à la maison, en préparation, c'est pas très compliqué. Donc nous, c'est ce qu'on a développé, ça s'appelle de la boisson solide. Imaginez une pastille, ça c'est un charbon pour purifier l'eau, mais voilà, vous avez ça. Donc ce sont des pastilles à dissoudre dans l'eau et qui viennent donner un goût à votre eau, qui viennent l'aromatiser. Et là, on récupère globalement 50% du linéaire. Le reste, ça va être les boissons énergétiques, telles que les Red Bull ou autres que vous connaissez. Du coup, nous, les tendances qu'on a et les leviers, les freins qu'on a observés, c'est un petit peu tout ça. C'est se dire, on pense que c'est simple, il suffit d'une gourde, et en fait, non. On a tous une gourde dans notre placard, on ne l'utilise pas. Pourquoi ? Maintenant, vous savez, il y a le goût, il y a l'utilisation, l'accès à l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Muriel ? Alors, dans quelques minutes, on va vous inviter à partager des boissons et un petit peu nourriture et des boissons sans plastique à usage unique. Avant ça, on aura un temps où je vais inviter toutes les intervenants, les partenaires, les associations partenaires qui sont là. Je pense à 1%, à Ma Petite Planète, à Zero Waste France, Wings of the Ocean, le label protection des océans, j'espère oublier personne, la FNE s'ils sont là, enfin voilà, toutes celles qui sont là, même celles que j'ai oubliées, à venir avec nous pour une photo. Avant ça, on va faire un petit tour rapide du site, très rapide, parce qu'après vous irez le voir. Donc on a parlé des solutions, vous pourrez aller naviguer dans les solutions, vous avez des filtres dans les solutions pour choisir si vous êtes un particulier, un restaurateur, un distributeur, et si vous voulez de l'aromatisation, de la gazéification, de la filtration ou de l'eau du robinet, ça fait partie des solutions. On a une autre fonctionnalité qui est importante, qui est pour nous aider en mobilité à trouver les points d'eau, donc c'est une carte des points d'eau. Voilà, donc vous avez... alors il en existe d'autres, hein, donc c'est une carte qui, parmi d'autres, on l'a voulu la plus exhaustive possible et on a été aidé aussi avec tout le travail qui avait été fait par Haute-Paris et aussi le travail qu'avait fait Quetch, puisque Quetch a réussi à mobiliser 600 magasins dans toute la France qui sont souvent des revendeurs bio, mais pas seulement. Donc on a intégré ces revendeurs-là aussi à la carte, ce qui fait que dans la carte, on a des points oranges qui sont plutôt des commerces et des points bleus qui sont plutôt des lieux publics ou des espaces avec des amplitudes horaires assez larges, type gare ou même station de métro, et on a la possibilité d'aller, on va pas le faire parce qu'on n'a pas trop de temps, mais on va sur la Google Maps et en fait on est orienté on est aidé pour trouver son point d'eau si on n'arrive pas à lire la carte.
parce que maintenant, de toute façon, on est accompagné pour tout grâce aux outils digitaux. Donc là, Google Maps nous amène. Donc ça, c'est pour la carte. Et il y a une version anglaise, et c'est important parce qu'on va accueillir des millions de touristes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la carte, elle a sa propre adresse. Le site, son adresse globale, c'est Objectif Zéro Bouteille Plastique. La carte, elle a son adresse qui est watermap.fr. Et donc l'idée, c'est aussi d'avoir une adresse courte pour notamment les touristes, pour pouvoir communiquer la carte. Et elle peut être intégrée à d'autres sites. Donc ça, c'est pour la carte. On a des ressources qui vont parler de qualité de l'eau du robinet, qui vont parler, comme on l'a fait ce soir, en toute transparence, avec sa performance, ses contrôles, et puis des zones d'ombre aussi, et des points à optimiser, avec aussi les impacts de la bouteille plastique, parce que c'est important. Tout ce qu'on a évoqué ce soir. De la signalétique, les points d'eau, je vous l'ai dit, il faut qu'il y en ait davantage. Il y a des acteurs économiques, des commerces qui ouvrent des points d'eau alors que les établissements qui ont l'obligation de le faire ne le font pas. Donc nous, on va continuer à les pousser à le faire. Et on leur offre une signalétique gratuite pour pouvoir les signaler parce que quand il y en a, ils ne sont pas forcément bien signalés. Donc voilà pour les principales fonctionnalités de ce site. Je crois que... Oui, oui, le compteur Valérie, merci. En fait, j'allais oublier quelque chose de très important. On a aussi un compteur de bouteilles plastiques évitées. Aujourd'hui, ce compteur, il est à plus de 1,3 milliard. Alors, c'est déjà beaucoup. Et vraiment, je remercie les partenaires, les mécènes du site que vous avez entendu ce soir. Il y a aussi SodaStream qui n'a pas pu rester, mais qui est aussi un de nos partenaires. Et en fait, l'addition de ce collectif que vous avez entendu nous permet déjà d'éviter 1,3 milliard de bouteilles plastiques. Bon, en face, il en reste à peu près 15 milliards. Donc, on a encore du travail collectif pour arriver à faire grimper ce compteur-là et à réduire les 15 milliards. Il faut que ce soit des vases communicants et que celui-là, il grimpe. On espère de plus de 10% par an. Voilà, donc ça, c'est l'objectif. On a aussi relié à ça l'empreinte carbone associée, puisque quand on réduit les bouteilles plastiques, on réduit aussi notre empreinte carbone collective. Donc, on appelle les entreprises, les particuliers à réfléchir à cet indicateur de bouteilles plastiques. Et puis, on a un petit questionnaire, par exemple, pour les particuliers comme pour les entreprises, sur vous en êtes où aujourd'hui et de combien vous pourriez réduire, et par exemple pour une organisation, où est-ce que vous voulez réduire? Est-ce que c'est à la cantine? Est-ce que c'est sur vos événements? Est-ce que c'est si vous organisez un marathon, lors du marathon? Enfin voilà, et puis on renvoie évidemment sur les solutions. Je crois que j'en ai terminé, je crois n'avoir rien oublié. Donc maintenant, ce que je vous propose avant de nous retrouver autour d'un pot, c'est je vais appeler en fait tous les intervenants, les mécènes, les associations partenaires. On a quand même, on peut peut-être regarder, Emma, juste les associations partenaires aussi. Elles sont pas toutes là, mais celles qui sont là, je les invite à nous rejoindre pour une photo collective. Et puis après, on discutera autour de boissons sans plastique. Merci.